Bonjour, Gaylor Richardot, administratrice du groupe En Marche Ensemble et également de la page En Marche Ensemble consacrée au soutien au président de la République et à son gouvernement. Je suis également référente d'un projet pilote sur la refondation du système des retraites et j'exerce accessoirement mes fonctions professionnelles au sein de la juridiction du tribunal de grande instance de Meaux. Donc actuellement, l'actualité nous regorge d'informations et de désinformations sur la refondation du système des retraites. Dans notre groupe, ensemble, nous nous sommes intéressés particulièrement à ce sujet, avec l'étude du rapport de M. Delevoye, également l'étude du bilan des concertations. Et il est apparu, au même sens qu'il apparaît dans l'ensemble de la société, que nos concitoyens et les membres de ce groupe se posaient un certain nombre de questions très précises sur cette refondation du système des retraites. Donc, nous avons décidé de répondre à chacune des questions qui ont été formulées en faisant appel à un député qui sera en mesure d'apporter des réponses beaucoup plus précises que celles que je ne saurais jamais vous faire. Donc je me suis à ce titre allié, si l'on peut dire, donc avec Jean-Charles Laville, que je laisse se présenter. Bonjour Gaylor, bonjour Dominique Da Silva. Bonjour. Enchanté de pouvoir être avec vous aujourd'hui et de participer à cette interview. Je suis l'animateur de la République En Marche à Goussainville, chef d'entreprise sur le Val d'Oise et heureux de pouvoir vous accompagner. Merci. Je vous laisse la main. Eh bien, écoutez, Dominique Da Silva, je suis député du Val d'Oise, de la 7e circonscription, qui compte comme ville importante, connue, Sarcelles pour partie, et Montmorency, Daumont, et d'autres, bien évidemment, 13 communes au total. Je suis membre de la commission des affaires sociales et également ambassadeur des retraites, c'est-à-dire un député qui a suivi toutes ces concertations avec le haut-commissaire à la réforme Jean-Paul Delevoye pour faire la pédagogie de cette réforme. Merci Dominique. Donc effectivement, il est important de faire la pédagogie de cette réforme et d'expliquer, je le réitère, eu égard aux moult désinformations, sinon contre-vérités, dont nous sommes largement abreuvés. Donc nous allons procéder en reprenant les questions que les membres ont pu poser. La première d'entre elles, donc, qui est posée par M. Porte-Hubert, monsieur âgé de 75 ans, ancien artisan, qui s'interroge sur les apports du système de refondation des retraites relativement aux artisans, aux auto-entrepreneurs, mais également aux professions libérales. Alors, vaste sujet que, effectivement, cette cible des indépendants et des professions libérales en général, le système universel leur propose un régime donc unique, c'est le sens même du régime universel, avec un niveau de cotisation qui est identique à ceux des salariés pour un plafond de sécurité sociale, 40 000 €, ce qui va leur donner des droits qu'ils n'ont pas, en tout cas pour les plus précaires d'entre eux, on pense aux auto-entrepreneurs, aux petits commerçants, d'accéder à un système de retraite qui vont leur apporter une vraie pension, puisque bien souvent ces publics se retrouvent avec très peu de pensions de retraite. Au-delà, évidemment, il y aura une compensation avec, je dirais, les transferts de CSG par rapport à une augmentation sensible, puisque certaines professions libérales, évidemment, se plaignent de cette augmentation du taux de cotisation.
Elle sera en grande partie compensée par une baisse de la CSG, donc finalement ce sont des vases communicants qui feront que cette réforme et cet accompagnement dans la durée leur permettra de cotiser de façon raisonnable avec une période de transition pour qu'ensuite ils aient un système universel qui leur garantisse une retraite tout à fait honorable et bien meilleure que ce qu'elle est aujourd'hui, en tout cas pour les plus précaires d'entre eux. Je vous remercie. Tout à l'heure, j'ai une question posée donc, par Marc Delvaux qui consiste justement ce fameux point. Et donc il y a une petite question qui porte sur la définition simple du système par points et qui se complète par une autre relative aux garanties que vous avez également évoquées tout à l'heure, aux garanties que cela apportera aux futurs retraités. Alors, la valeur du point, un sujet important. Dans les recommandations du haut-commissaire, on fixe la valeur du point à 10 euros. Bon, ça veut dire que toute cotisation permettra d'acquérir des points à hauteur de 10 euros par point. Ensuite, ce point, à la retraite, en partant de 2025, on fixe la valeur du point à 55 centimes, ce qui paraît peu, mais en réalité, sur toute une carrière, évidemment, le montant des cotisations est important. Et donc, cette valeur du point, elle ne baissera pas. C'est-à-dire qu'il y a une garantie qui sera dans la loi et qui permet de faire évoluer ce point par rapport à l'évolution des salaires, ce qui est bien plus favorable que l'inflation. C'est-à-dire qu'en moyenne, les salaires évoluent plus vite que l'inflation, que le coût de la vie. Donc, et dès lors que ce point donc, ne baisse pas, toutes les cotisations qui donnent lieu à des points seront ensuite, j'allais dire, garanties année après année. Donc les gens recevront un relevé de leurs points avec une valeur qui ne pourra pas baisser. Donc tout ce qui sera acquis garantira une pension. Voilà. Et donc ce système à points, ça sera une règle d'or qu'on aura à voter au moment de l'examen du texte. Est-ce la loi cadre dont le Premier ministre a parlé lorsqu'il a évoqué cette... Alors, c'est pas tout à fait une loi cadre, c'est ce qu'on appelle une règle d'or, c'est-à-dire qu'on le dit explicitement dans la loi que le point ne baissera pas. Ensuite, c'est les partenaires sociaux qui fixeront cette valeur de point, comme c'est le cas aujourd'hui avec la retraite complémentaire, on pense à la GERC-ARCO, qui existe depuis 1947, qui n'a jamais vu le point baisser. Alors il y a des périodes où évidemment le point n'évolue pas, parce qu'il peut y avoir des périodes de crise où les salaires n'augmentent pas, et comme je l'ai dit, la valeur du point suivra la courbe des salaires, donc si les salaires n'augmentent pas, évidemment le point n'augmentera pas, mais ça veut dire aussi que ça correspond finalement à l'économie et au moment, à la conjoncture du moment. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat, lui, est maintenu. Voilà, donc ce système, il existe. Les Français en sont contents, puisque tout le monde sait qu'une retraite de base, qui est basée sur les 25 meilleures années dans le privé, mais qui ne compte que pour la moitié des salaires, c'est bien la complémentaire et ce régime à points qui vient apporter une forte contribution aux pensions. Moi, je vois personnellement, mais je voulais vous poser la question, je vois dans ce système par points une meilleure manière également pour le salarié ou l'employé de se projeter, tant sur le plan professionnel que personnel, ce qui, à mon sens, est innovant. L'avantage d'un système universel à points, c'est que vous pouvez changer de métier, vous pouvez évoluer dans votre carrière, ce sont toujours les mêmes règles qui se sont fixées. Donc ça veut dire que ce sont toujours vos cotisations, et donc si on reste sur une valeur à 10 euros de ces cotisations, vous savez à peu près combien de points vous allez acquérir. Et donc il est très facile, quand vous passez d'une fonction, d'un métier à un autre,
de savoir si vous maintenez ou pas, mais c'est lié tout simplement à votre rémunération et plus à un statut ni à une fonction en particulier, excepté, parce qu'il y a une exception effectivement, et on tient à le dire, pour les carrières et les professions dangereuses, dans la police, les militaires, où là on aura une dérogation plutôt en termes d'âge de départ, mais ce seront toujours effectivement des règles fixées par rapport à une valeur de points comme pour les autres. Également fixé sur l'indexation des salaires. Bien sûr. Toujours ça, c'est vraiment la règle d'or. La règle d'or est fixée. Très bien. Les actifs la même. Monsieur le député, une question de David Colté. Quels seraient les niveaux de retraite pour toutes les professions de l'éducation nationale? Alors, pour l'éducation nationale, il y a des discussions qui vont s'ouvrir avec le ministère et donc les salariés concernés, les enseignants en particulier, pour voir comment on peut faire cette compensation d'une retraite qui aujourd'hui est fixée sur les 6 derniers mois et donc les meilleurs mois de rémunération, puisque les carrières d'enseignants et en fonction publique en général, vous avez une progression des salaires et donc c'est quand on n'a pas de prime comme d'autres dans la fonction publique, il est clair qu'il y aura une compensation à trouver et la compensation, elle est de revaloriser les salaires. Donc, encore une fois, pour les publics qui sont à plus de 17 ans de la retraite, hein, c'est la règle, hein, donc les natifs avant 1975 ne sont pas concernés par les réformes et donc conserveront des droits sur les 6 derniers mois de leur rémunération. Pour les autres, c'est quelque chose qui se fera de façon progressive. Donc à chaque fois qu'on rentrera dans le système universel, donc avec la prise en compte de la carrière complète, année après année, il y aura une compensation qui sera faite sur la base des salaires et des primes, de manière à ce que, et ça aussi c'est une règle qui sera fixée dans la loi, de manière à ce que les pensions de retraite des enseignants ne baissent pas et soient conformes aux pensions d'aujourd'hui. Voilà. Et donc cette progressivité amènera demain à ce qu'au terme, et c'est une bonne chose, quand on sera pleinement dans le régime universel, les enseignants verront finalement leur rémunération nettement progresser par rapport à ce qu'elles sont aujourd'hui, et du coup on aura des pensions qui correspondront au niveau de cotisation de la période d'activité. Question de Catherine Bellamy qui vous concerne tout particulièrement, si je puis me permettre. Alors Catherine s'interroge sur le point de savoir, parce que nous avons entendu tout et son contraire, donc je suppose que vous êtes à même de répondre à cette question puisque vous êtes concernés. Les députés et les sénateurs seront-ils concernés par cette refondation du système des retraites? Évidemment, les députés sont déjà, je tiens à le dire, depuis que cette majorité est en place, sont déjà dans le régime général, c'est-à-dire qu'on n'a plus de régime particulier pour ce qui est des députés. Les sénateurs, qui ne sont pas majoritairement issus de notre majorité, ont maintenu effectivement leur régime spécial. Comme tous les régimes spéciaux, ils seront définitivement abandonnés et donc dès l'entrée en vigueur du régime universel, il n'y aura plus de régime spécial ni pour les députés, ni pour les sénateurs, ni pour le président de la République et l'autre. Voilà. Tout le monde sera logé à la même enseigne. J'ai cru d'ailleurs comprendre lors du discours d'Édouard Philippe le 11 décembre que les ministres seraient assimilés à des salariés, entre guillemets. Exactement, c'est-à-dire que une rémunération donne droit à des cotisations et donc à des points, et ce seront les mêmes règles qui s'imposeront à tous. De ce point de vue-là, il n'y aura plus de régime dédié pour les élus, quels qu'ils soient.
illustration parfaite de l'universalité de ce nouveau système des retraites. Député, donc Madame Bellamy a une nouvelle question à vous poser qui tient à la prise en compte de la pénibilité dans le calcul des droits à la retraite. Alors, ce compte professionnel de pénibilité, qu'on appelle le C2P communément, il sera élargi au secteur public, donc aux fonctionnaires et également aux régimes spéciaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est uniquement le secteur privé qui aujourd'hui peut bénéficier de ces points de pénibilité qui permettent finalement, quand on les atteint, de partir 2 ans plus tôt, enfin, jusqu'à 2 ans, enfin, 2 ans plus tôt contre le maximum, mais qui ouvre aussi d'autres droits, la possibilité évidemment d'avoir une mobilité professionnelle, une formation, etc. Donc ensuite, c'est à l'assuré de regarder ce qu'il compte en faire de ces points supplémentaires, de ces droits supplémentaires. Il est aussi question d'abaisser le seuil des heures de nuit, parce qu'on sait qu'on a une problématique notamment avec des professions comme les infirmières, et peut-être aussi par rapport aux cheminots qui ont énormément à travailler la nuit. Donc, pour essayer d'arriver finalement à un point commun de prise en compte de cette pénibilité, il sera sans doute question, et je pense que c'est même une volonté dans le projet de loi, d'abaisser ce niveau pour accorder des droits avec moins d'heures de nuit qu'aujourd'hui. Donc on va vraiment apporter des améliorations notables dans le domaine de la pénibilité. Et avec les partenaires sociaux, c'est quelque chose, une discussion qui est engagée. Il y aura sans doute d'autres avancées de ce point de vue-là, puisque c'est un sujet évidemment important, défendu par les partenaires sociaux et pour lesquels le gouvernement est sensible. Je vous remercie. Donc, une autre question, toujours de Catherine Bellamy, monsieur le député. Simple dans son énoncé, mais peut-être moins dans la réponse, je ne sais pas. Est-ce que les retraités actuels seront concernés par cette refondation du système des retraites? C'est une réponse assez simple, non. Voilà, c'est très clair. Les retraités actuels ne sont aucunement concernés. Alors, ils le sont pour leurs enfants, leurs petits-enfants, puisque certains nous le disent. Si on vient à des réunions et à des débats publics, c'est pas pour nous-mêmes, mais c'est évidemment parce que voilà, ça concerne tout le monde, au final, les retraites. Mais pour ce qui est de leur pension, elle ne changera pas. Les règles sont celles qui ont été fixées à l'époque avec le système actuel. D'accord, très bien. Et Dominique Da Silva, une question de Minouche Benaillon. Y aura-t-il des départs anticipés pour pénibilité? Alors, on y a répondu en partie, c'est-à-dire qu'avec ce compte professionnel de prévention, les points qui seront accordés vont permettre à la pension égale de partir plus tôt. Et dans les faits, puisqu'on ne souhaite pas revenir sur les droits existants, on a la possibilité de gagner de 2 années si on souhaite partir plus tôt et si on a bien évidemment atteint les niveaux requis par rapport à ces calculs de droits. Très bien. Qui pourrait bénéficier du minimum de 1 000 €? Alors, pension. Tous les actifs, quels qu'ils soient, qui ont des carrières au niveau du SMIC, donc parfois à temps partiel, à temps plein, enfin voilà, des gens qui ont travaillé toute une carrière, donc aujourd'hui c'est un peu moins de 42 ans. Qu'en sera-t-il exactement? Est-ce qu'on doit arrêter la question de l'âge pivot, la durée de cotisation? Donc pour l'instant, les choses ne sont pas parfaitement tranchées, mais dès lors qu'on aura cette carrière complète au niveau du SMIC, disons-le, on aura droit à ce minimum qui va correspondre à 1 000 € dès 2021 et qui sera porté à 85% du SMIC
en 2025, sachant que le SMIC augmente a priori régulièrement. Donc, c'est aujourd'hui 1 000 €, ça sera davantage au fur et à mesure que le SMIC va augmenter. Et c'est pourquoi cette règle, elle est basée sur un taux, sur un pourcentage du SMIC, et non pas sur une valeur figée, ce qui permet de faire progresser ce minimum contributif au fur et à mesure de l'évolution du SMIC et donc du salaire. Alors, Dominique Da Silva, toujours une question de Minouche Benaillon. Chaque naissance intervenue après l'entrée en vigueur du système universel de retraite donnera lieu à l'attribution d'une majoration de 5% des points acquis à la naissance de l'enfant. Est-ce juste? Et pour la suite des naissances, comment ça se passe? Alors, c'est assez précis, c'est 5% par enfant. Et on accorde à partir du 3e une majoration de 2%. C'est quelque chose qu'on n'avait pas dans les recommandations du commissaire, mais que le Premier ministre a souhaité apporter dans sa déclaration début décembre, pour rassurer les familles qui pensaient que les 5% à partir du 3e, ça ne correspondait pas, n'était pas suffisant par rapport à la majoration actuelle, qui est de 15% à partir du 3e et rien du tout pour le 1er et le 2e. Nous voulons quelque chose de beaucoup plus juste, où chaque enfant donne les mêmes droits, et on majore de 2% pour les familles qui ont 3 enfants et plus. Très bien. Dans la continuité de cette question, qu'en est-il de la majoration en cas de divorce? Alors, les points, s'il n'y a pas de décision prise au sein du couple, reviennent à la mère. Voilà, ça c'est la règle, c'est par défaut. Puisque notre volonté c'est de protéger beaucoup plus les pensions des femmes qu'aujourd'hui. Donc si le couple ne se décide pas, les points, cette majoration reviendra à la mère. Si par contre le couple décide que ces points reviennent au père, évidemment, ça sera une décision qui leur est propre. Et dans ce cas-là, les points seront accordés au père. Merci Dominique. Dominique Da Silva, une question d'Éléonore Steny. Le système universel de retraite est un régime unique qui remplace le régime de base actuel et les régimes complémentaires. Qu'en sera-t-il des retraites complémentaires? Alors, le système universel va remplacer à la fois le régime de base et les complémentaires. C'est du tout en un. Donc il n'y aura plus de retraite complémentaire, puisque par définition, ce régime est unique et il accordera les mêmes règles, ce qui permet finalement d'avoir le système à points des complémentaires pour l'ensemble du système et non pas uniquement pour les complémentaires. Donc c'est un seul et même régime. Très bien, merci. Nous avons une question de Philippe Poulet qui s'interroge sur cette année 1973 comme année de transition entre l'ancien système et le nouveau système des retraites. Alors, c'est pas l'année 1973, c'est l'année 1975 et le principe est celui de partir des natifs qui sont à 17 ans de l'âge de la retraite. Donc, si on prend en compte, puisqu'on arrive à la fin de l'année 2019, donc 2020, si on fait 17 ans de moins, ce sont donc des gens qui aujourd'hui ont 45 ans et donc qui sont nés en 1975 pour une retraite à l'âge de 62 ans. Ensuite, c'est la même chose qui s'applique pour les fonctionnaires et les régimes spéciaux qui ont des départs en retraite différents, 52 ou 57 ans. C'est pourquoi, pour ces publics-là, l'âge, disons que ça va concerner les natifs des années 80 et 85, pour ceux qui partent respectivement à 57, 52 ans. Très bien, je vous remercie. Alors, une deuxième question de la même personne. Qu'en est-il donc pour les natifs des années 60 à 75, puisque c'est l'année que vous m'avez citée?
avant 1975, les gens resteront dans les calculs du système actuel. Donc, ils ne rentreront pas dans les modes de calcul du système universel qui sera en vigueur au 1er janvier 2025. Et donc, ce sont les droits qui s'appliquent aujourd'hui pour cela. Et donc, à partir du 1er janvier 2025, ils intégreront le nouveau système. Il y aura qu'un régime de retraite, qu'un système de retraite en 2025, mais les calculs pour partir à la retraite seront ceux du système actuel. Parce que l'objectif, c'est justement de garantir les droits, les mêmes droits que ceux d'aujourd'hui, aux générations avant 75 pour les salariés qui dépendent du régime général, et pour les fonctionnaires et les régimes spéciaux qui ont des définitions des caisses différentes, ce seront les années avant 80 ou avant 85 qui ne seront pas concernés non plus par le système universel. Très bien. Je vous remercie, monsieur le député. Une question de Michel Poncet qui se pose des questions sur la retraite des avocats. On a entendu parler de CSG, je voulais savoir exactement ce qui allait se passer pour eux. Alors, pour les avocats et pour les professions libérales en général, ceux qui ont des caisses dites autonomes, il y aura, de façon assez significative, c'est vrai, une augmentation du taux de cotisation, parfois 2 fois supérieur. C'est tout le débat, toutes les concertations que l'on a avec ces professions, de voir comment on passe d'un taux de cotisation qui peut être de 14% à 28%. Donc, il y a cette compensation par une baisse de la CSG. Donc, pour une large partie de cet effort, ce sera compensé par une baisse significative de la CSG. Pour le reste, les réserves, puisque souvent ces régimes autonomes disposent de réserves, il est clair que ces réserves seront consacrées pour permettre cette transition et pour permettre à ceux qui sont légitimes à prétendre de partir en retraite avec les droits actuels de pouvoir le faire. Et donc, c'est sur le temps long que les choses seront lissées pour ensuite, là aussi, arriver à un point d'atterrissage qui est le régime universel et les mêmes règles pour tous. Très bien, merci. Donc, j'ai une autre question de Guy Lepoint qui concerne notamment les projections du Conseil d'orientation des retraites à 5, 10, 15, 20 ans et plus particulièrement le thème des déficits des régimes spéciaux. Alors, les projections, il y a eu un débat autour de ce sujet. Les projections du corps sont des projections qui nous indiquent à l'horizon 2025, on va se retrouver avec un déficit. Alors, la fourchette, selon les conventions, va de 8 à 17 milliards, du simple au double. Mais on estime qu'il est à peu près de l'ordre de 10-12 milliards. Si on fait la moyenne un petit peu de ces conventions. Donc c'est un déficit important, et c'est une question qui est posée aux partenaires sociaux et auquel il faudra répondre. Puisque ce que l'on souhaite avec le régime universel, c'est d'avoir toujours un régime équilibré, d'où l'idée de l'âge pivot, donc cet âge d'équilibre qui permet, en fonction des évolutions démographiques, de positionner l'âge de manière à ce qu'on soit toujours à l'équilibre par période de 5 années. Pour la question concernant les régimes spéciaux, il est vrai qu'aujourd'hui, on a un déficit structurel de plus de 6 milliards d'euros sur uniquement la question des régimes spéciaux. Elle est due évidemment à une démographie largement défavorable, donc peu de cotisants pour beaucoup de retraités, et aussi des conditions de départ qui sont bien évidemment beaucoup plus favorables que la moyenne des Français. On ne peut pas revenir sur quelque chose qui constitue contrat social par
rapport à leur statut, et c'est donc un déficit qui va perdurer pendant encore quelques années, d'où l'idée d'y mettre un terme à partir des générations 80-85, pour les natifs 80-85, parce que même si on est ouvert à ce qu'on ne sanctionne pas ces régimes dès l'entrée en vigueur du système universel, il faut bien trouver un point de chute, et on a considéré que 17 ans de l'âge de la retraite, on pouvait encore s'entendre préserver ce régime, et qu'à partir de là, on rentrerait dans le système universel comme pour tout le monde. Très bien. Petite question pour conclure, si vous voulez bien, monsieur le député. On va se projeter, c'est une question d'anticipation. Que se passerait-il si cette refondation du système des retraites n'allait pas à son terme? Alors, c'est plus de l'anticipation, c'est de la science-fiction, parce que je n'y crois pas. Voilà. Pour être clair, on ira bien au terme de cette réforme. En tout cas, je crois sincèrement que sur le fond, les Français sont d'accord, puisque majoritairement ils plaident pour un système universel à points, avec un minimum contributif de 1 000 €, etc. Donc, je crois que là où il y a des points d'accrochage, on pourra les lever. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faisons un peu de science-fiction. Évidemment, si ce régime universel ne s'applique pas, on restera avec un système actuel qui est profondément inégalitaire, avec des gens qui vont avoir des droits après 6 mois, sur les 6 meilleurs mois de leur carrière, donc les 25 années, pour les agriculteurs, leur carrière complète, 13 régimes différents de pension de réversion. Pour certains, c'est une pension que l'on aura à l'âge de la retraite, uniquement pour d'autres, ça sera anticipé, etc. Des droits par enfant qui sont différents d'un régime à l'autre, etc. Sincèrement, ce système actuel est profondément inégalitaire, les Français le disent, et si on devait perdurer avec ce système, c'est on maintient les inégalités et on maintient aussi un système qui sera difficilement à l'équilibre, sauf à considérer qu'on aura une croissance extraordinaire, sauf force est de constater que quand on regarde autour de nous, et depuis maintenant 10 ans, la croissance économique reste faible partout. Elle est même meilleure aujourd'hui en France qu'en Europe en moyenne, bien plus forte qu'en Allemagne, il faut le dire. Donc, faire reposer un système de retraite sur une croissance avec des niveaux que l'on n'a plus aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, c'est finalement laisser les générations futures dans des perspectives qui ne leur permettent pas de considérer qu'ils auront une retraite à la fin de leur carrière, et c'est le ressenti de beaucoup de jeunes. Donc non, je ne crois pas qu'il faille penser qu'on restera avec ce système actuel. On ira bien au bout de notre réforme, et on aura donc un système universel pour tous à partir de 2025. Je vous remercie. Personnellement, il y a une phrase que j'ai retenue dans les déclarations du Premier ministre le 11 décembre, phrase qu'il a prononcée au terme de son discours et que j'ai trouvée personnellement très pertinente, lorsqu'il parle de retour à l'idéal, cet idéal de la justice sociale édictée par l'ordonnance de 1945, je crois, le 4 octobre 1945. Est-ce bien là la voie dans laquelle s'inscrit le gouvernement et le président? Ce système universel, c'est une étape importante dans l'histoire effectivement sociale de la France et des Français. On a connu après 1945 le système actuel des retraites, qui était une avancée fantastique, et qui correspondait à une époque où on n'était pas préoccupé par le chômage, à une époque où les carrières ne faisaient que progresser, où il était assez facile d'imaginer que tout ça était assez durable. Voilà, on sait qu'on n'est plus à cette époque-là, qu'on rentre dans un métier et on ne sait pas combien de temps on y reste, et les chiffres le montrent. On
on change assez régulièrement de profession, de statut. Donc, il faut un système où tous les Français, tous les actifs se retrouvent solidaires des retraités et que les évolutions démographiques de certains métiers ne se fassent pas au détriment d'autres métiers et au détriment des retraités qui en dépendent. Donc c'est un vrai système universel et une solidarité nationale bien plus fort que notre système actuel, qui est un bon système, mais celui qu'on propose aux Français l'est encore davantage. On peut, si je peux me permettre, y percevoir de l'humanisme. Exactement, merci. De l'humanisme. Jean-Charles. Merci Dominique Da Silva de nous avoir répondu les yeux dans les yeux à toutes ces questions des internautes et du groupe En Marche Ensemble de Guéol Richardot, de votre rôle de référent retraite au sein du groupe de l'Assemblée nationale et des députés. On sait tout l'investissement que vous avez eu aussi sur les réunions publiques que vous avez organisées sur l'ensemble du Val d'Oise pour les retraites. Et on vous remercie de votre implication et on espère que, comme la majorité des Français, que cette réforme va évidemment bien passer. Merci à vous et encore merci vraiment pour cette initiative. Et c'est un plaisir de pouvoir échanger sur des questions précises, parce qu'il est vrai que dans les débats, on peut difficilement rentrer dans le détail de chaque point. Et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc je vous remercie pour cela et je remercie les internautes qui ont bien voulu poser leurs questions. Merci à vous. Je pense qu'ils seront ravis effectivement d'avoir vos réponses et donc nous vous remercions également pour votre acceptation et votre participation. Merci Monsieur le député. Merci Jean-Charles.